Bonjour, donc je suis Denis Piveteau. Je viens vous présenter un rapport qui s'intitule « Demain, je pourrai habiter avec vous » et qu'avec Jacques Wolfrom, le directeur général du groupe Arcade Vive, nous avons remis au Premier ministre en juin 2020. C'était le précédent Premier ministre, mais voilà, quand on remet un rapport au Premier ministre, ça reste un rapport qu'on remet à l'État. Alors la première question qu'évidemment on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on nous a demandé ce rapport L'habitat accompagné, partagé, inséré dans la vie locale, c'est comme ça que nous l'avons appelé, l'habitat API, API comme une pomme d'api, bon, qu'on appelle quelquefois aussi habitat inclusif, habitat intermédiaire, il y a beaucoup de terminologie, est en réalité une idée ancienne. C'est une idée ancienne avec des réalisations qui ont pu prendre d'ailleurs des formes assez variées. Sous des cadres juridiques que certains d'entre vous connaissent évidemment, soit dans le champ plutôt médico-social. On peut penser que relève un peu de l'habitat inclusif certaines formes de résidence autonomie, ce qu'on appelait autrefois les foyers logements. Bon. Dans le champ du Code de la construction et de l'habitation, par exemple des pensions de famille, bon, on pourrait même dire que d'une certaine façon, l'accueil familial est un habitat inclusif. Bon. Et puis il y a eu récemment des formes nouvelles qui, là encore, toutes relèvent de cette même famille. Alors on pourrait en citer des tas, l'habitat participatif, les coopératives d'habitants, les cohabitations intergénérationnelles solidaires, etc. Vous avez une multitude d'étiquettes sous lesquelles sont apparues des formes non médico-sociales d'accompagnement du grand âge, de la perte d'autonomie, de lutte aussi, mais j'y reviendrai, contre l'isolement. Et les gouvernements, et pas seulement l'actuel gouvernement, mais même déjà du temps du précédent président de la République, avaient à plusieurs reprises eu leur attention attirée sur ces objets, tout en constatant que la multiplication des étiquettes, parce qu'il y a maintenant, j'en ai cité quelques-unes, j'aurais pu en citer d'autres, une multitude d'étiquettes dans les différents codes, n'aboutissait pas au décollage réel. Et la dernière des étiquettes, entre guillemets, la plus achevée sans doute, c'est celle de la loi Elan, la loi de novembre 2018, qui parle d'habitat inclusif, c'est comme ça qu'elle appelle ce type de dispositif dont on va reparler, et elle prévoit même un financement spécial. Et même ça n'était pas de l'avis de beaucoup, de nature à vraiment faire décoller cette dimension de l'accompagnement. Voilà. Et alors, d'où ce paradoxe? Il y a une aspiration, il se fait beaucoup de choses, les étiquettes se multiplient et ça ne décolle pas. Bon, pourquoi? Et donc, le précédent Premier ministre, je le disais tout à l'heure, nous a demandé de proposer un plan d'action à Jacques Wolfrom et à moi-même. Et c'est important de voir que, parce que c'est assez rare, le rapport a été demandé à deux personnes venant d'horizons assez différents. Moi-même, plutôt, j'ai héritier des longues traditions de l'accompagnement social, du champ médico-social, et Jacques Wolfrom, qui est issu du monde du logement social, mais très, très impliqué dans toutes les problématiques de logement. Et nous avons été d'ailleurs appuyés par les deux administrations, ce qui est aussi assez rare pour être souligné. Je tiens d'ailleurs à rendre hommage à deux membres de l'Inspection générale des affaires sociales, Laura Cripps et Joël Blondel, et deux membres de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable, donc l'autre versant, le versant habitat-logement, Jean-Paul Ledivna et Claire Leplat. La deuxième question qu'on se pose, une fois qu'on s'est demandé pourquoi on fait un rapport, c'est quel est l'objet du rapport. Et alors, peut-être là aussi que pour beaucoup d'entre vous, le concept d'habitat inclusif, ou a fortiori d'habitat API, est une réalité connue. Certains peut-être se demandent comment est-ce qu'on pourrait le définir. C'est difficile cette question de la définition parce que c'est nécessaire, j'en dis ce qu'on ne vient pas, mais c'est un piège possible. Une des raisons pour lesquelles ça ne décollait pas, vous l'avez compris, c'est la multiplication des étiquettes. Et alors, est-ce qu'il faut préciser l'étiquette? Est-ce qu'il faut fixer une étiquette nouvelle? Est-ce qu'il faut corriger les étiquettes? C'est pas du tout notre sentiment. Je crois d'ailleurs que c'est assez largement pas le sentiment de tous ceux qui accompagnent ce type de projet, tout simplement parce que ces projets partent d'abord d'une aspiration très personnelle, qu'on ne veut pas forcément vivre seul, précisément. C'est une aspiration qu'on veut pouvoir partager, mais une aspiration très simple, qui est, je veux vivre chez moi, mais je ne veux pas vivre l'isolement. Bon, je ne veux pas vivre la solitude subie. Donc je veux vivre chez moi, je ne veux pas vivre seul. D'autres pourraient dire, il y a plusieurs manières d'exprimer cette aspiration très, très, très fondamentale, qu'on ressent tous, à vrai dire. Alors ça, je dirais, ça émanerait plutôt de personnes qui ont des handicaps lourds, des pertes d'autonomie assez lourdes. Je veux vivre protégé, mais je veux vivre protégé dans un environnement comme tout le monde. Voilà.
Je ressens un besoin de protection, donc d'un environnement qui est soutenant, qui est plus soutenant qu'un environnement ordinaire. Je veux qu'il soit le plus ordinaire possible, qu'il représente le plus possible un chez moi. Donc voilà, c'est l'aspiration de laquelle on part. Et du coup, habiter dans un habitat happy, accompagné, partagé, inséré, ça voudra dire avoir un chez-soi et mettre en commun, mettre en partage des choses, voilà, avec d'autres qui ont ce même projet. Alors, on met en partage d'abord des temps de vie, on met en partage des services dont on a simultanément besoin, pas forcément tous les services d'ailleurs, qui ne sont pas forcément tous identiques pour chacun. On met en partage des loisirs, on met en partage voilà, des moments de repas, selon des modalités qui vont être aussi différentes que peuvent l'être les différents groupes qui vont se constituer autour d'un projet comme celui-là. Et du coup, vous voyez, c'est le contraire d'une logique institutionnelle, de ces logiques qui permettent précisément de donner une étiquette et de fixer une case. Quand je dis que c'est le contraire, c'est pas du tout une charge à l'encontre du champ médico-social, dont je dirais tout à l'heure qu'il reste indispensable. Je crois qu'il y a un appui à prendre sur lui. Mais ne serait-ce d'ailleurs que parce qu'on peut aboutir à des modes de vie communs qui peuvent ressembler beaucoup à ce que certains établissements médico-sociaux parviennent à faire lorsqu'ils développent des logiques qu'on appelle domiciliaires. Bon, ce n'est pas tant le résultat qui est différent, c'est la démarche. Dans un établissement, la mise en commun est première. C'est le principe de l'établissement, c'est qu'il y aura une mise en commun et rentrent dans l'établissement ceux qui sont prêts à adhérer au fond au projet de service, comme on dit, au projet qui constitue précisément la mise en commun. Dans un habitat happy, c'est le contraire. Ce qui est premier, c'est que je suis chez moi. Et on construit à plusieurs ce qu'on décide de mettre en commun. C'est le sens même de la démarche qui change. Et du coup, c'est pour ça que je vous disais, mais je vais surmonter cette difficulté, c'est pour ça que je vous disais que la définition est difficile. En tout cas, il ne faut pas qu'elle aboutisse à créer une case. Pour me faire comprendre, je vais prendre une analogie qui vaut ce qu'elle vaut, mais si je souhaite que les habitats, les résidences soient vertes, soient fleuries, respirent la nature, bon, je vais mettre en place toute une série de dispositifs qui vont accompagner tous les habitats imaginables, collectifs, individuels, en immeubles, en villas, en pavillons, pour que le quartier soit plus vert, plus fleuri. Ce serait dangereux de créer le concept de résidence verte, de résidence fleurie, et de dire que pour être une résidence fleurie, il faut remplir 15 conditions sans lesquelles on n'a pas droit aux aides nécessaires à rendre les choses vertes ou fleuries. Là, c'est un peu pareil. Nous nous sommes dit, ne créons pas un concept d'habitat accompagné, partagé, bien inséré dans la vie locale, dans lequel il faudrait rentrer pour pouvoir bénéficier des aides publiques. Demandons-nous, qu'est-ce qui fait qu'on sera accompagné, qu'on partagera une vie, qu'on sera inséré, et voyons quelles sont les aides dont chaque dispositif peut avoir besoin, quelle est la boîte à outils, en quelque sorte, des dispositifs, des aides, pardon, dont ce type de projets peuvent avoir besoin pour qu'ils puissent se déployer. Alors, ceci étant dit, et pour du coup vous expliquer pourquoi je ne vais pas donner une définition dans laquelle il faudrait rentrer pour bénéficier du plan d'appui que nous proposons, il faut quand même en revenir à c'est quoi le projet? Comment ça peut se caractériser, le fait de vivre chez soi sans vivre seul? Alors, chez soi d'abord, il faut qu'il y ait un chez soi, un espace à soi. Alors à soi, et on sait qu'en même temps il sera partagé, voilà, c'est déjà un peu présent, donc on est chez soi, mais comme on est chez soi en famille, comme on est chez soi dans une colocation, il faut des espaces dans lesquels on peut se replier vraiment chez soi, mais il y aura aussi un partage, mais c'est pas parce que je partage une salle de bain que la salle de bain n'est pas à moi. Voilà. Donc tout est aussi dans la question de comment le partage à plusieurs, comme ça se fait dans une colocation, je me répète, peut se faire. Un chez soi. Un chez-soi, très important aussi dans la possibilité de choisir son rythme, choisir qui on fait venir, choisir bien entendu si on y rentre, si on en sort, à quelle heure on se lève et à quelle heure on se couche, et ainsi de suite. Alors, la mise en commun, je l'ai dit, mise en commun de temps ou de service. Alors là aussi, il faudra que les espaces soient pensés pour ça. Et puis, je disais, l'ouverture sur l'extérieur. Alors, d'une certaine façon, ça tombe sous le sens. N'importe quel habitat ordinaire est ouvert sur l'extérieur. Mais on voit que
le fait d'être accompagné, le fait de vivre chez soi à plusieurs, va faciliter cette entrée en relation avec le voisinage, qui n'est pas forcément facile lorsqu'on a des handicaps physiques, psychiques, voilà, qu'on est limité dans ses relations lorsqu'on est livré à ses propres ressources. Et donc, ouvert sur l'extérieur, ça veut dire aussi que le projet à plusieurs doit comporter cette dimension d'ouverture. Ça veut dire aussi, pour que le chez-soi reste chez soi tout en étant partagé, des petites unités. Alors, on ne va pas donner de plafond en nombre de gens, mais concrètement, les projets qu'on voit, et l'appel à projet d'ailleurs lancé par les petits frères des pauvres fait remonter toute une série de projets, on voit qu'on est toujours entre 5 et 10 personnes à peu près. Alors, sachant que ça peut être aussi plusieurs unités, de 5 à 10 personnes, ce qui fait qu'il y a dans certains projets, quelquefois, des rassemblements beaucoup plus importants, mais chaque fois avec des unités de vie assez resserrées. Voilà, et cette solidarité de type familial. Vous voyez que, du coup, toujours dans cette définition, je le signale tout de suite, on y reviendra dans les propositions, apparaît un besoin qui n'existe pas quand on est chez soi, tout seul chez soi, qui est implicite et masqué quand on est dans un établissement, qui est la gestion de la vie à plusieurs. C'est un besoin qu'il faut arriver à nommer et qu'il va falloir arriver à financer, ce qu'on appelle l'accompagnement du projet partagé, ou le portage, c'est pas très joli, mais le portage du projet partagé, ça permet d'avoir PPP, du coup on a dit que c'est la fonction 3P. Voilà. Je reviendrai tout à l'heure sur cette fonction 3P qui est très essentielle, parce qu'elle émerge de manière très visible. Un dernier mot peut-être sur la définition, c'est que bon, je vous ai dit les 3 éléments essentiels, avoir un chez-soi, des éléments de partage, une ouverture sur l'extérieur. Il peut y avoir d'autres choses qui gravitent autour de ce cœur de cible, de cette définition que je ne veux pas présenter comme un statut particulier, vous l'avez compris. Il y a d'abord le fait qu'il faut pouvoir imaginer qu'on puisse habiter avec des personnes qui ne sont ni âgées, ni particulièrement atteintes par la solitude, ni handicapées. Autrement dit, il n'y a pas de raison que ces habitats ne soient pas ouverts, y compris dans le projet de vie partagée, donc y compris dans le cœur même de ce qu'ils sont, à des personnes, j'allais dire comme vous et moi, peut-être que vous qui m'écoutez êtes âgés ou handicapés, mais comme des personnes qui ne sont pas repérées comme vulnérables. Et ce point est très important, et je le dis parce que quelquefois on imagine que ce partage de vie avec des personnes handicapées, ce partage de vie avec des personnes âgées relève d'un engagement militant, de quelque chose d'un peu exceptionnel. Ça n'est pas vrai du tout. Ça n'est pas vrai du tout. Vous êtes très âgé, vous avez une dégénérescence cognitive importante, votre conjoint veut continuer de vivre avec vous, il n'est pas du tout dépendant, comme on dit. Vous êtes un adulte handicapé, vous vivez avec votre parent qui est veuf ou qui est veuve, vous avez pas forcément envie de le quitter et vous souhaitez que votre mère ou votre père puisse vivre avec vous. Et lui aussi le souhaite. Bon. Donc cette mixité d'habitat, elle est fondamentale, non pas dans les projets. On peut très bien imaginer des projets dans lesquels les personnes âgées sont seulement entre elles, les personnes handicapées sont seulement entre elles. Mais il faut voir qu'un projet qui, d'une certaine façon, enfin, ou un dispositif, ou des règles qui rendraient impossible cette mixité, irait forcément à l'encontre de ce qu'est un logement ordinaire. Dans un logement ordinaire, n'importe qui peut venir habiter. Je signale d'ailleurs que, ça me permet de faire encore une parenthèse, quand on veut savoir qu'est-ce qui différencie une approche institutionnelle, médico-sociale, et une approche API, accompagnée, partagée, insérée, on peut se poser au fond 3 questions. Je vous parlais tout à l'heure de la démarche, du sens de la démarche qui les différencie, mais il y a 3 questions très simples qu'on peut se poser. La première, c'est précisément celle-là, c'est est-ce que j'y habiterai? Moi qui ne suis ni âgé, ni handicapé. Est-ce que je me dis, mais c'est certainement pas pour moi, ou est-ce que je me dis, après tout, si c'était des gens avec qui j'ai envie de vivre, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas y habiter, c'est un logement ordinaire. Bon. Et si la réponse est oui, ça va déjà dans le bon sens. Il y a une deuxième question qu'on peut se poser, c'est qui sont les personnes accueillies? Quand je suis chez moi et qu'une aide ménagère passe, qu'une infirmière passe, c'est le professionnel qui est accueilli. Dans un établissement, en général, les personnes accueillies, ce sont les résidents. Voilà. Et donc, si la personne accueillie, c'est le professionnel qui passe, y compris celui qui va assumer cette fonction de vie à plusieurs, qui va soutenir la vie à plusieurs, la personne 3P, si c'est elle qui est accueillie, c'est plutôt bon signe.
Puis une troisième question qu'on peut se poser, et avec ça on a le test complet, c'est quand je retourne passer un certain temps auprès de ma famille, de membres de ma famille, est-ce que je dis je rentre chez moi ou est-ce que je dis je quitte chez moi? J'ai souvent vu des personnes en foyer, en établissement, qui juridiquement étaient chez elles et me disaient mais pendant les vacances je vais rentrer chez moi. Bon. C'est qu'elles n'habitent pas un habitat happy, bon, quels que soient les efforts domiciliaires qui peuvent être faits. Voilà pour la parenthèse. Un dernier point donc, dans cette définition, je vous ai dit il faut que ça puisse être mixte, il faut aussi que ça puisse être ouvert sur l'extérieur et donc en général en centre-ville. Là aussi, ça n'est pas une obligation, mais on voit bien que ce qui permet d'être à l'extérieur de tout, d'ailleurs quelquefois dans des environnements magnifiques, des parcs, c'est qu'on est autosuffisant. C'est qu'on n'a pas besoin de son environnement, des commerces, on se suffit à soi-même et on peut même mettre des murs. Voilà. Et donc l'installation dans un centre-ville et la nécessité d'être dans la vie sociale, dans la vie locale, est également un élément de définition important. Maintenant, quand même l'essentiel, qu'est-ce que propose le rapport? Le rapport, il a été construit en partant des obstacles. Vous avez compris que c'est une logique de boîte à outils, hein, une boîte à outils dans laquelle certains projets vont être amenés à venir largement piocher en prenant un peu tout. D'autres dispositifs, y compris d'ailleurs peut-être des dispositifs qui ont aujourd'hui un statut, mais un statut qui n'est pas complet, ne viendront prendre qu'un seul ou deux ou trois des outils que nous proposons. Bref, il y a une espèce d'éventail, parce que quand il y a plusieurs freins, il faut différents outils et ce n'est pas forcément les mêmes freins pour tous les projets. Donc la présentation du rapport part de ces freins. On les a regroupés en 12 grands freins et ce sont des freins qui ont été validés, examinés, validés, je dirais reconnus par l'ensemble des acteurs. Et quand je dis les acteurs, c'est à la fois les porteurs de projets aujourd'hui, mais aussi les administrations, les financeurs. Tous se sont mis d'accord sur le fait qu'il y avait une douzaine de grands freins. Donc quelquefois la cause était allée chercher chez les autres, enfin bon, c'est pas parce que le frein est identifié chez quelqu'un que c'est pas un frein. Donc on a fait la liste de tous les freins et ce sont au fond ces 12 grandes familles de freins auxquels on a apporté une réponse. Alors si je vous les énumérais tous les 12 maintenant, ce serait un peu fastidieux et un peu long, donc je vais vous les présenter autrement, parce qu'une fois qu'on a identifié les freins et proposé des manières de les lever, on s'est quand même rendu compte que derrière tout ça, il y avait une logique, il y avait une cohérence. Bon. Et même si, pour des raisons très opérationnelles, on en est resté à cette présentation en 12 freins, je vais vous le présenter plutôt sous l'angle de la cohérence implicite qu'il y a derrière les différentes réponses. Bon. Et si on avait fait un rapport un peu plus standard, un peu plus classique, on aurait dit, voilà, il y a 3 grands sujets, il y a 3 grandes lignes qu'il faut être capable de porter. D'abord, il faut partir des personnes elles-mêmes, en les mettant en capacité de faire, et de faire pour la création et pour la vie de leur projet. Ensuite, deuxièmement, c'est une politique du logement et même de l'habitat. C'est pas de l'accompagnement de personnes vulnérables, isolées, âgées, c'est une politique de l'habitat. Ça concerne ceux qui habitent, ça concerne aussi ceux qui habitent autour. C'est d'abord une politique du logement et de l'habitat. Troisième point, on part des territoires. On part des territoires, de ce qui existe, du concret des projets, des opportunités qui se présentent très localement pour des projets qui sont souvent de petite taille. Et ça fait le titre du rapport. Oui. Demain, je pourrai choisir. On part de la personne qui pourra faire un choix. Je pourrai choisir d'habiter avec le toit bien sûr, mais aussi les relations que ça suppose, et d'habiter avec vous, d'habiter dans un environnement de vie local. Voilà. Donc ça, c'est les 3 grandes lignes du rapport. Alors à ça, du coup, on raccroche assez facilement les différentes dimensions. Je pourrais choisir, il faut penser, je l'ai dit, non seulement des services d'aide à la personne, parce qu'en général, les personnes qui vont habiter là ont un handicap, une vulnérabilité qui font qu'elles ont besoin d'aide dans la vie quotidienne, d'aide au repas, à la toilette, que sais-je. Bon, un peu différente de l'aide qu'on reçoit chez soi lorsqu'on vit seul, parce qu'on va aider à manger peut-être, mais dans un contexte où le repas sera pris à plusieurs. Et du coup, on participe à un repas pris à plusieurs, c'est pas exactement la même chose que de donner la béquée à quelqu'un en allant chez elle juste pour la nourrir. Bon. Et puis il y a ce besoin nouveau, qui est ce besoin que certains
certains groupes peuvent assumer eux-mêmes, mais qui la plupart du temps a besoin d'être porté par cette personne porteuse du projet, le 3P. Et ça, c'est un besoin nouveau, c'est une fonction nouvelle, une maîtresse de maison, si vous voulez. Ça peut d'ailleurs être des personnes qui font à la fois l'aide à la vie quotidienne et cette fonction, mais ce n'est pas parce que c'est la même personne qui, pour une partie de son temps, fera un peu des deux, que ce ne sont pas des fonctions différentes. Et ça, il faut être en capacité, il faut trouver les services qui vont intervenir dans ce collectif de vie, et il faut pouvoir le financer. Donc la capacité d'agir, ça sera la capacité de financer non seulement les services d'aide à la personne, alors ça c'est le 5e risque, alors avec toutes ces insuffisances aujourd'hui, enfin, c'est l'APA pour les personnes âgées, la prestation de compensation du handicap pour les personnes handicapées. Nous pensons que précisément parce qu'aujourd'hui ces prestations ne couvrent pas tout, il y a un petit coup de pouce à leur donner dans ce genre d'environnement de vie collectif. Vous voyez bien que si on aide à un repas et que certains qui sont autour de la table ont droit à la prestation de compensation et d'autres n'y ont pas droit, on ne va pas séparer l'aide entre ceux qui ont droit et ceux qui n'y ont pas droit. Donc nous proposons déjà des ajustements sur ces prestations du 5e risque, pour parler comme on parle aujourd'hui. Et puis on propose aussi une prestation que nous appelons l'aide à la vie partagée. Je dirai 2 mots tout à l'heure quand je parlerai du logement, parce qu'en réalité c'est une aide à la lutte contre l'isolement. Et cette aide à la vie partagée, si vous voulez, c'est le 6e risque. C'est autre chose. C'est quelque chose qui est d'ailleurs déjà présent dans des dispositifs comme les pensions de famille ou dans les forfaits habitat inclusif. Mais là, nous pensons qu'il faut les mettre dans les mains de la personne pour qu'elle ait elle-même les moyens de ce service dont elle a besoin. Et puis, je profite aussi de ce que je vous dis, mettre en capacité les personnes, leur donner ce pouvoir d'agir, y compris d'ailleurs en ce qu'elles peuvent financer ce service de porteur du projet partagé qui les aide à vivre à plusieurs. La place du champ médico-social reste intacte. Je vous le disais tout à l'heure, elle reste intacte parce que justement, il ne s'agit pas de dire qu'on remplace un système par un autre. Il y a des enjeux de synergie, de complémentarité et de soutien mutuel entre ce qui reste le champ médico-social pour celles des personnes qui font le choix de se diriger vers lui, un choix qui peut quelquefois être assez contraint, mais ça reste un choix, ça doit rester un choix. Et donc il y a des synergies, des complémentarités, des soutiens. La première complémentarité d'évidence, il faudrait évidemment de longues heures pour le développer, mais c'est qu'on a besoin de services d'aide à la personne. Ces fameux services d'aide aux gestes de la vie quotidienne, ça ce sont des services médico-sociaux et qui le restent. Alors avec, il est vrai, des différences. Et puis peut-être aussi, pourquoi pas, la possibilité d'offrir des logements sur place ou à proximité pour les personnes qui, du coup, ont moins de déplacements à faire. Et puis le champ, je dirais, des établissements a lui aussi quelque chose à faire. Il y a dans le domaine du grand âge en particulier, il y a un parcours résidentiel qui est fréquemment inévitable et qui peut conduire, lorsque les capacités cognitives, ou plus cognitives que proprement physiques, se dégradent gravement, à trouver des environnements plus soutenants, des environnements qui, dans bien des cas, seront plutôt des environnements médico-sociaux. Et on voit que si tout ça n'a pas été préparé, si des liens ne sont pas organisés entre des gestionnaires d'établissements, d'EHPAD, et des porteurs de projets et des groupes qui portent un projet d'habitat partagé, la rupture risque d'être extrêmement brutale et violente. Et donc tout ce que nous disons dans le rapport, c'est qu'il faut arriver à construire autour de ces projets d'habitat happy un écosystème soutenant dans le champ médico-social, qu'il s'agisse des services ou qu'il s'agisse des établissements. Deuxième grand axe, je vous le disais, après le fait de partir des personnes, partir de leur capacité à piloter leurs projets, tout ce qui a trait à l'habitat, au logement. Alors là aussi, il y aurait beaucoup à dire. Vous voyez que d'ailleurs, une des dimensions importantes est tout simplement architecturale. Il faut être en capacité de financer des espaces communs. Voilà. Pas simplement des logements, mais aussi les espaces qui font partie du logement, mais qui sont mis en commun à plusieurs pour servir de salon, de salle à manger, de lieu de réunion. Le logement social, tout le grand champ des acteurs du logement social, a une place importante, pensons-nous, à saisir.
Nous ne disons pas que les habitats API ne peuvent émerger que dans le logement social, absolument pas. D'ailleurs, beaucoup de contre-exemples seraient là pour le montrer. En revanche, nous pensons qu'il y a une responsabilité du logement social à se porter sur ce type de projet, et qu'aujourd'hui, un, il ne le fait pas, deux, il est très empêché de le faire. Bon. Le logement social, alors même qu'il a une finalité sociale, a saisi la dimension du logement individuel, du toit, du couvert. Il n'a pas saisi pleinement cette fonction de l'habitat à plusieurs, de la possibilité de penser le logement et le service et la vie à plusieurs. On pourrait l'illustrer de multiples façons, mais on voit que même si les colocations dans le logement social se sont un peu facilitées depuis 2009 et surtout un peu plus depuis la loi Elan, même si les sous-locations sont également possibles avec des agréments de résidence locative sociale ou avec récemment, encore dans la loi Elan, la possibilité de sous-louer quand on est une personne âgée. Enfin, chaque fois, ce sont des petits débridages, des petites levées de blocage, mais on voit que voilà, les outils réglementaires, la plupart du temps, qui permettent à des acteurs de logement social de se porter sur ce type de projet de vie à plusieurs, dans plusieurs logements qui mettent en commun des espaces de vie, ne sont pas encore complètement orientés vers ce projet pour les organismes de logement social. Donc c'est un des axes importants, on fait plusieurs propositions réglementaires en ce sens, et puis nous proposons aussi évidemment de rendre plus facile les prêts, parce que ce qui fait le logement social, ce sont les prêts aidés, ce sont les prêts de la Caisse des dépôts et consignations, aidés par le Fonds national d'aide à la pierre et beaucoup d'aides en réalité des collectivités territoriales. Et donc nous disons qu'il faut mettre en place un mécanisme qui facilite par ces différents canaux qui existent déjà la construction d'espaces de logement qui correspondent à un projet API. Donc le logement, avec une contractualisation, alors c'est là où je vous disais tout à l'heure que l'aide à la vie partagée, le sixième risque, le financement du sixième risque, ce n'est pas une prestation d'aide sociale, en réalité c'est une prestation de logement, c'est la lutte contre l'isolement par le logement. Nous pensons qu'il faut la penser un peu comme on pense aujourd'hui l'aide personnalisée au logement. L'AVP, l'aide à la vie partagée, ce que nous proposons, ressemble beaucoup à l'APL, l'aide personnalisée au logement qui existe depuis très longtemps. Et de la même manière que pour l'aide personnalisée au logement, il faut un accord entre un bailleur et le financeur sur des logements qui présentent certaines caractéristiques, eh bien, pour l'AVP, il faut un accord entre la personne 3P et un financeur sur un ensemble de logements qui présentent certaines caractéristiques. Et comme pour l'APL, une fois qu'une personne rentre dans ce logement, sous réserve qu'elle remplisse des conditions de revenu, elle a droit à l'AVP comme elle a droit à l'APL. Voilà. Nous pensons qu'il faut un système extrêmement simple et très lisible pour l'ensemble des acteurs, notamment du logement social. Dernier point, l'ancrage dans les territoires, c'est le volet habiter avec vous, le volet I, insertion dans la vie locale de l'habitat API. Il faut partir de ce qu'on peut appeler les opportunités pertinentes, la réhabilitation dans un cœur de ville, d'un vieux bâtiment, un ancien hôtel dont on ne sait plus quoi faire. Il y a 1000 exemples de ce type. Il faut partir d'opportunités foncières, il faut partir de choses que les acteurs locaux connaissent, et la place des collectivités locales est pour ça, pour nous, tout à fait fondamentale. Alors, évidemment, la collectivité départementale, elle n'est pas pilote, mais elle est carrefour. Le département est forcément carrefour. Il est carrefour parce qu'il a des compétences en matière d'aide sociale, et notamment le financement des services d'aide à la personne. Il est carrefour parce qu'il a aussi des moyens d'agir dans le champ du logement par ce qu'on appelait autrefois les offices départementaux d'HLM, qui s'appellent aujourd'hui les offices publics de l'habitat. Il est carrefour parce qu'il a une capacité aussi d'intervenir pour des tas d'aspects de la vie collective en complémentarité avec ce que font des municipalités et des établissements publics intercommunaux. Il y a des dimensions d'urbanisme, je l'ai dit, et ça c'est la commune qui les tient, ou un établissement public de coopération intercommunale. Il y a également une capacité de mobiliser un environnement local, associatif, autour d'un projet qui est essentiellement un projet citoyen, et là encore ce sont les municipalités qui le tiennent. Et donc nous avons toute une série de propositions, là encore je ne les énumérerai pas, mais pour faire en sorte que
terreau local puisse devenir une pépinière de projets. Nous pensons qu'il y a un vrai besoin d'aide au démarrage, voilà, d'aide à l'ingénierie de projet au démarrage. Nous pensons qu'il faut arriver à créer des communautés d'acteurs, que dans ces projets qui sont à la fois tous différents et d'inspiration commune, on apprend en s'appuyant sur ce que les autres ont déjà fait. Et donc il faut arriver à structurer ce capital de compétences qui existe au niveau local, et ça ne se fera pas de Paris. Hein. Il faut aussi que les financeurs potentiels, ceux qui sont en réponse à ces projets, aient la table autour de laquelle s'asseoir pour pouvoir décider ensemble le financement d'un projet, ce que nous appelons la conférence des financeurs, enfin qui existe à vrai dire déjà, mais sur lequel nous pensons qu'il faut pouvoir s'appuyer. Bref, certes, il y aura sans doute des outils plus administratifs d'insertion dans des programmes, les PLH, les programmes locaux de l'habitat, les plans départementaux pour l'habitat, mais fondamentalement, c'est en prenant appui sur les ressources locales et des collectivités territoriales, notamment départementales, que le projet présente la plupart de ses propositions. Aider les personnes dans leur vie quotidienne, vous savez, qu'elles soient handicapées ou âgées dépendantes, vous savez que c'est un des grands projets, alors anciens à vrai dire, mais du gouvernement actuel. Et il y a même un ministre délégué, Madame Brigitte Bourguignon, qui a été nommée comme ministre délégué à l'autonomie pour porter un projet de 5e risque sur lesquels, alors on dit 5e risque parce qu'on a l'habitude de considérer que la sécurité sociale aujourd'hui en comporte 4 et que du coup, pour dilater la sécurité sociale jusqu'à la couverture de la perte d'autonomie, en plus de la santé, des retraites, de la famille, des accidents du travail, il faut un 5e risque. Voilà. Et donc aujourd'hui, on parle de 5e risque pour dire que la sécurité sociale va se saisir de ce problème de la perte d'autonomie. Mais vous avez compris que on ne peut pas s'arrêter là, et que l'isolement, lui, n'est pas encore dans le champ, et qu'il va peut-être falloir penser à élargir ce champ. Le dernier point, évidemment, c'est « et maintenant ?» Sauf que les auteurs du rapport, en général, sont bien incapables de savoir ce qu'on va faire de leur rapport, sauf que je sais entre les mains de qui c'est. Alors c'est entre les mains évidemment du gouvernement, et je pense qu'il y a une décision politique importante à prendre dans la mesure où si beaucoup de choses sont bien alignées aujourd'hui sur les désirs des personnes, sur le besoin d'autonomie, sur la reconnaissance que les personnes âgées peuvent apporter à la société autant qu'elles attendent d'elles, bref, si tous les fondamentaux autour desquels sont construits les projets d'habitat API sont bien en place, les structures administratives héritées d'autres concepts, d'autres modes d'accompagnement, elles sont assez adverses. Assez perpendiculaires en quelque sorte. Elle distingue très clairement le social et le logement, elle distingue les financements venant de toute une série d'autorités différentes. Donc rien n'est vraiment en place pour le permettre, et on peut même dire que tout est en place pour le rendre difficile. Et donc il va y avoir un choix politique tout à fait décisif. Et on se dit que dans ces conditions, ce rapport il est aussi entre les mains de tous ceux qui vont le lire, voilà, et de tous ceux qui pourront le porter. Et donc, comme il est sur le site du gouvernement auquel il a été remis, moi, je ne peux qu'inviter tous ceux qui m'écoutent et qui écoutent Jacques Wolfrom, qui malheureusement n'est pas avec moi ce matin, mais il dirait la même chose, à le lire et à en soutenir les intentions.